Bonjour à tous. Bonjour Pascaline. Bonjour Pierre-Sylvain. Alors avant de commencer ce troisième webinaire de ce second cycle, juste pour vous rappeler, pour ceux qui nous rejoindraient pour la toute première fois sur ce format de présentation en webinaire, vous avez sur votre écran deux onglets. Un onglet chat qui va être là pour vous apporter un soutien et un appui en termes techniques. Donc si vous n'avez pas le son, si vous n'avez pas l'image, si vous n'entendez pas bien, s'il y a des questions vraiment techniques, c'est sur l'onglet chat et l'onglet questions et lui consacré aux questions que vous pourrez avoir à poser sur cette présentation. Alors, troisième webinaire de ce second cycle qui est consacré au parcours de déclaration de l'obligation d'emploi dans le cadre de la réforme. Donc, je suis accompagnée de Pierre-Sylvain cet après-midi, qui travaille donc à la Caisse nationale des URSSAF. C'est ça, la COS, donc, qui est en charge du pilotage de la réforme de l'OTH pour le régime donc, du recouvrement de la sécurité sociale. Voilà, merci à toi d'être avec nous. Et puis, on va commencer dès maintenant sur finalement cette déclaration et ce parcours de déclaration jusqu'à début 2021. Alors le visuel que vous voyez là, c'est un visuel qui est repris de ce petit guide pratique qui est en téléchargement, qui est en ligne sur le site de la GFIP. Il y a 35 pages qui sont consacrées entièrement à la réforme de l'obligation d'emploi. Donc je te propose qu'on fasse les différentes étapes et puis qu'on puisse un petit peu détailler toutes ces étapes. Absolument. Alors, d'ores et déjà, vous dire que donc, pour ceux qui ont participé aux deux premiers webinaires où nous avons détaillé un petit peu toutes ces nouvelles modalités, il y a sur le site de la GFIP depuis le 28 mai un simulateur de contribution qui prend en compte tous les nouveaux calculs liés à la réforme, donc sauf tous les nouveaux calculs, donc contribution, calcul de contribution, calcul des effectifs, non, ça c'est du déclaré, oui. La sous-traitance, les dépenses déductibles, etc., sauf les ECAP. Oui. Les ECAP, il y a encore un décret qui est en attente, donc nous ne connaissons ni la liste remise à jour, ni les modalités de déduction ou de valorisation des ECAP. Donc, ce simulateur tient compte des modalités actuelles de valorisation des ECAP. Donc voilà, sachez que sur le site de la GFIP, vous trouvez d'ores et déjà ce simulateur. Alors, Pierre-Sylvain, c'est quoi la DSN? Voilà, donc la DSN, on le sait, c'est un des changements majeurs qui va intervenir à partir de 2020 dans le processus de déclaration de la DOTH. C'est un processus qu'on travaille avec la GFIP depuis maintenant de nombreux mois. Donc, la déclaration sociale nominative, Pascaline, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui quasiment généralisé auprès de l'ensemble des entreprises du régime général. Depuis 2013, la plupart des déclarations sociales à la charge des employeurs passe par la DSN, la déclaration sociale nominative, et elle remplace en fait l'ensemble des déclarations périodiques ou événementielles qui existaient auparavant, qui étaient en fait transmises aux différents opérateurs, soit sous forme papier, soit sous forme de télédéclaration. Donc la DSN, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est en fait un fichier qui est mensuel, qui est extrait de la paye, des logiciels de paye des entreprises et dont les informations sont communiquées, déversées, si j'ose dire, aux organismes de protection sociale. Alors quand je dis organismes de protection sociale, c'est bien sûr les URSSAF pour l'ensemble des obligations liées au paiement des contributions et cotisations sociales, mais vous avez également dans les destinataires de la DSN, les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses de retraite du régime complémentaire Agir Carco, vous avez bien entendu, j'ai oublié de les citer, les caisses de retraite du régime général, les CARSAT, Pôle emploi, mais également les centres des impôts. Autant de partenaires qui sont effectivement destinataires d'informations donc de la DSN et qui ne sont destinataires que des éléments qui leur sont strictement utiles. D'accord. À savoir que pour chaque partenaire, il y a une définition très précise des informations, des typologies d'informations qui leur sont transmises. Voilà, et donc ça, la DSN, c'est aujourd'hui
le vecteur déclaratif commun de la quasi-totalité des entreprises du régime général, encore une fois. D'accord, très bien. Bon, j'espère que c'est plus clair. Alors, la première étape, avant le 1er janvier 2020, qu'est-ce que les entreprises doivent faire pour pouvoir déclarer l'obligation d'emploi en DSN? Alors, on va le voir par la suite. Le premier changement majeur, c'est que les entreprises vont déclarer le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés au travers de la DSN. Donc ça, c'est un changement qui va intervenir dès le 1er janvier 2020, c'est-à-dire qu'au titre de la première période d'emploi de janvier 2020, donc qui sera déclaré sur les DSN de début février 2020, les entreprises donc vont devoir renseigner ce statut et pour ce faire, leur logiciel de paye va devoir être mis à jour avec la nouvelle version 2020. Donc édicté, si j'ose dire, par le GIP MDS qui est l'organisme qui, disons, met à jour chaque année la norme déclarative. Donc cette mise à jour, elle est communiquée, elle est déjà communiquée, si j'ose dire, aux éditeurs de paye. Il revient désormais aux services RH de se rapprocher effectivement de leurs experts, de leurs éditeurs de paye ou de leurs experts comptables pour s'assurer de la livraison, je dirais, de cette mise à jour suffisamment tôt, dès le début de l'année 2020, pour que les entreprises puissent déclarer dès que possible les statuts de travailleurs handicapés. Voilà. Donc c'est en fait dans la relation que l'entreprise a avec son éditeur de paye ou avec son expert comptable que cette mise à jour va se faire tout naturellement, comme chaque année. Puisque chaque année, il y a des mises à jour de normes. Très bien. Est-ce qu'ils ont du coup une démarche à faire en particulier? Est-ce que les entreprises ont une démarche à faire si elles passent par un prestataire ou par un expert comptable? Normalement, chaque année, voilà, il y a une actualisation puisque des changements interviennent dans la réglementation et ils sont pris en compte normalement de manière automatique. D'accord, et transparente pour les entreprises. Transparente pour les entreprises. Ça marche. Alors, deuxième étape qui aura lieu également en 2020, c'est finalement la dernière déclaration à la GFIP. Ce transfert de charge n'est pas équivalent aux emplois et aux impôts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'année blanche. Les entreprises devront déclarer à la GFIP début 2020, donc du 1er janvier au 1er mars, de la même façon que précédemment, avec les mêmes outils, c'est-à-dire télédéclaration ou les CERFA, leur obligation d'emploi auprès de la GFIP, verser éventuellement une contribution auprès de la GFIP sur les modalités actuelles. Donc, début 2020, on déclare les informations et l'obligation d'emploi de 2019. Donc, les téléservices, le formulaire ou le fichier d'import unique. Voilà. Et simultanément, Pascaline, effectivement, en parallèle, je dirais, de la dernière déclaration qui doit être produite auprès de la GFIP, donc dès début 2020, les entreprises vont devoir, on l'a dit, renseigner le statut de travailleur handicapé de leurs salariés. Alors, on parle bien du statut de travailleur handicapé, il ne s'agit en aucun cas de renseigner le type de handicap. Ce sont des éléments qui ne sont évidemment pas à transiter, enfin qui n'ont pas du tout vocation à être renseignés. Donc, il s'agit bien de renseigner le statut de travailleur handicapé. Pour la raison suivante, puis dans la mesure où les URSSAF vont être en charge du calcul des effectifs de BOTH de l'entreprise, ces éléments d'information qui vont être portés dans la DSN vont permettre aux URSSAF de calculer l'effectif moyen annuel de travailleurs handicapés, de bénéficiaires présents dans l'entreprise, tout en valorisant par ailleurs dans ce calcul les salariés de 50 ans et plus. Donc le rôle de l'URSSAF va être véritablement de calculer la référence en nombre de BOTH de l'entreprise qui servira pour l'entreprise au calcul de son niveau et de son respect du niveau d'obligation. Donc en norme DSN, cette déclaration va être portée, c'est des termes un petit peu techniques, au bloc contrat de la DSN. Il s'agira donc pour l'entreprise de mentionner la qualité de travailleur handicapé. Donc ça, ce sont des activités qui relèvent généralement des services de paye de l'entreprise ou de l'expert comptable.
Donc, pour votre information, les fiches consignes relatives aux modalités de renseignement de ce statut ont été diffusées en début de 2 semaines par le GIP MDS et fiches donc qui sont, disons, en ligne sur le site dsn-info.fr. Alors, on le remettra peut-être dans les liens utiles à la fin de cette présentation. Alors, j'avais quand même une question. Il faudra déclarer également les dates de reconnaissance? Non, il s'agit de renseigner uniquement le titre de reconnaissance. Sur le mois en cours, le titre de reconnaissance, effectivement, du salarié. Très bien. Alors, avant, donc ça, c'était début janvier 2020, et finalement, de façon récurrente, chaque mois, à la fin de l'année, voilà. On déclare ses bénéficiaires de l'obligation d'emploi via le système de paye. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Avant le 31 janvier 2021, on collecte les justificatifs auprès des prestataires. Alors, quels prestataires? Donc, les entreprises adaptées, les ESAT, les travailleurs indépendants handicapés qui vont transmettre effectivement aux entreprises les attestations leur permettant de déclarer les montants de coûts de main-d'œuvre qui sont à valoriser dans le cadre de la déclaration. D'accord. Donc, le secteur protégé adapté va fournir des justificatifs. Également, les entreprises de travail temporaire. Voilà. Donc, les entreprises de travail temporaire, mais également les groupements d'employeurs vont adresser aux entreprises clientes une attestation leur permettant aux entreprises en fait de déclarer les effectifs de BOETH intérimaires ou mis à disposition, puisque, rappelons-le, ces effectifs restent valorisés dans le calcul de l'effectif BOETH de l'entreprise. Très bien. Également, la GFIP communiquera, alors avant le 31 janvier, je pense qu'on sera plutôt sur le dernier trimestre 2020, les montants de contributions agrégées au niveau de l'entreprise, car je le rappelle, nous serons sur un assujettissement au niveau de l'entreprise et non plus des établissements. Donc, nous effectuerons ce rapprochement, ou en tout cas cet agrégat par entreprise, pour vous envoyer les montants de contributions consolidés au niveau de l'entreprise, ce qui vous permettra après de calculer potentiellement les mesures d'écrêtement si hausse de contribution il devait y avoir. Tout à fait. Voilà. Alors, juste pour quand même un petit rappel pour les entreprises qui aujourd'hui ont plusieurs sites, plusieurs établissements qui effectuent de façon autonome chacun leur déclaration. Peut-être si vous faites partie de cette cible d'entreprise multisite, il faudra bien veiller à consolider et à centraliser tous ces justificatifs, toutes ces dépenses de façon à pouvoir les déclarer une seule et unique fois. C'est bien ça? Oui, tout à fait, Pascaline, puisque, rappelons-le, l'assujettissement à la DOTH va être désormais apprécié sur l'entreprise, donc sur le SIRAN, et non plus établissement autonome par établissement autonome. Donc ça, c'est un point à bien anticiper dans le calcul, évidemment, de la contribution. On passe à un assujettissement entreprise, c'est un des points forts importants de la réforme. Très bien. Donc, consolider les informations au niveau d'un seul établissement qui va agréger toutes les informations. De l'entreprise. Tout à fait. Alors, avant ce 31 janvier, je crois que vous avez un rôle particulier. Voilà, effectivement, donc on l'a bien compris, les entreprises vont renseigner sur les DSN mensuels de l'année 2020, en l'occurrence, les effectifs, les statuts travailleurs handicapés de l'entreprise. Nous allons procéder à la concaténation des données et au calcul d'un certain nombre d'éléments qui vont être mis à disposition des entreprises. D'une part, donc, l'effectif d'assujettissement au ETH, donc il s'agit ni plus ni moins que l'effectif moyen annuel de l'entreprise, avec des particularités pour certaines structures telles que les entreprises de travail temporaire qui n'ont un effectif moyen annuel que sur les seuls effectifs permanents. Nous allons également restituer à l'entreprise le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi. Donc, c'est vraiment le niveau d'obligation auquel est assujettie l'entreprise, donc ni plus ni moins le ratio de 6% rapporté à l'effectif d'assujettissement au TH. Nous allons, et c'est l'un des points les plus importants, évidemment, restituer l'effectif de bénéficiaires de l'OETH moyen annuel, hors intérimaire et mis à disposition des groupements d'employeurs, puisque ce sont des données qui ne sont pas portées dans la DSN de l'entreprise utilisatrice. Et enfin, nous restituerons l'effectif de salariés relevant
des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, les ECAP. Mais là, comme l'indiquait Pascaline, ces éléments-là restent à préciser puisque nous ne connaissons pas encore exactement le périmètre des emplois qui vont être visés par cet effectif particulier. Voilà, donc ce sont 4 données qui seront mises à disposition dans l'espace en ligne du cotisant sur Internet. C'est un espace sécurisé qui est réservé uniquement à l'entreprise, aux déclarants. Et donc c'est le dossier cotisant en ligne donc qui est à disposition sur ursaf.fr. Donc on garantit par ce biais-là la confidentialité évidemment des données qui sont restituées. Très bien. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du simulateur, mais il est quand même important de rappeler que toutes ces nouvelles dispositions, même si beaucoup viennent en simplification du processus de calcul, ça n'empêche qu'en particulier la première année, le dispositif d'écrêtement de la hausse de la contribution, donc ce dispositif qui est transitoire sur une période de 5 ans, reste un petit peu compliqué à calculer. Donc, vous avez en ligne le simulateur. Une fois que vous avez tous vos justificatifs, les effectifs transmis par les organismes sociaux, vos justificatifs de sous-traitance, de dépenses déductibles, dans travail temporaire, vous vous rendez sur le site de la GFIP, vous renseignez une dizaine de champs, pas plus, contrairement aux plus de 100 rubriques qu'il y a à renseigner aujourd'hui. Là, c'est une dizaine de champs, pas plus, et le calcul de la contribution est fait automatiquement. Alors, je vous rappelle quand même que ce simulateur a été fait et a été validé par les services statistiques de l'État, validé donc par les organismes sociaux MSA et URSSAF, et voilà, par l'ensemble des acteurs en charge de cette réforme. Et voilà, d'ici la fin de l'année, il sera dans sa version dite définitive, avec les ECAP et les modes de déduction qui iront bien et qui seront donc connus, je pense, plutôt à la rentrée de septembre. Après, à mon avis, après. On est bien d'accord, Pierre-Sylvain, la DSN n'est pas un outil de calcul. La DSN n'est pas un outil du tout de calcul. C'est encore une fois un dépôt de fichiers de déclaration de l'entreprise. Le calcul reste bien à la main de l'entreprise. C'est ça qu'il faut bien avoir effectivement en tête. Ça marche. Alors, effectivement, la déclaration annuelle, la déclaration de l'OETH reste bien annuelle. Elle sera portée sur la DSN de la période d'emploi de février. Et le dépôt de cette DSN est réalisé soit pour les entreprises d'au moins 50 salariés le 5 mars et pour les entreprises de moins de 50 salariés le 15 mars. Et bien entendu, le dépôt de cette DSN sera associé au paiement de la contribution éventuellement due. Donc, bien entendu, le paiement, lui, sera désormais réalisé auprès de l'URSSAF et non plus auprès de la GFIP. Sauf début 2020 sur l'année d'exercice 2019. Là, nous sommes vraiment en 2021, on est d'accord. Très bien. Et parallèlement, effectivement, vous le savez, on part d'une déclaration d'un CERFA qui est extrêmement abondant. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui à apporter. Nous avons essayé de simplifier au mieux, je dirais, le dispositif. Donc, sur la DSN de février, exigible encore une fois en mars, l'entreprise va devoir renseigner sur un seul de ces établissements un certain nombre d'informations. Donc, le nombre de salariés handicapés mis à disposition par l'entreprise de travail temporaire ou groupement d'employeurs, le montant des différentes déductions non plafonnées, donc on l'a vu, relatif aux entreprises adaptées aux ESAT, relatif aux dépenses déductibles, relatif aux ECAP. L'entreprise va également indiquer si elle s'acquitte de son obligation d'emploi au travers d'un accord agréé qui lui permet d'être exonérée du paiement de la contribution si elle ne respecte pas le ratio d'emploi de 6%. Et enfin, l'entreprise va indiquer un certain nombre d'éléments relatifs au montant de la contribution à proprement parler, le montant de la contribution brute avant les déductions et avant l'écrêtement, le montant de la contribution nette avant l'écrêtement, donc le montant de la contribution brute après déduction, et enfin le montant de la contribution qui sera en fait réellement due par l'entreprise, donc après déduction et après écrêtement. On le rappelle, l'écrêtement, lui, il est apprécié par rapport au montant de contribution due auprès de la GFIP et de l'entreprise l'année antérieure. C'est ça.
Voilà, donc ces différents éléments vont permettre effectivement à l'entreprise de préciser les modalités effectivement et les sous-jacentes qui ont permis de calculer le montant de la contribution, et cela permettra pour nous au niveau URSSAF de vérifier la bonne adéquation, je dirais, du montant déclaré et du paiement effectif de la contribution. Très bien. Alors, 2021. dernière chose, en 2021, qui est le bon interlocuteur finalement? Si une entreprise a une question sur ses effectifs, sur comment déclarer son obligation d'emploi à compter du transfert aux URSSAF, on est bien d'accord que c'est les URSSAF et les caisses de MSA qui seront les bons interlocuteurs. Oui, tout à fait, Pascaline. Tout ce qui va relever effectivement des modalités déclaratives, des modalités de calcul de la contribution, des déductions, le traitement des éventuelles demandes de délai, si l'entreprise était en difficulté pour payer la contribution, tout cela relève assez classiquement et relèvera assez classiquement de l'URSSAF, sachant que nous allons mettre en place d'ailleurs, la fin de l'année 2020 et en début d'année 2021, un canal de communication dédié par mail, par téléphone, qui permettra aux URSSAF, je dirais, de prendre avec attention un certain nombre de demandes des entreprises, et ce de manière, je dirais, spécialisée et experte. Voilà, donc on est sur un champ de compétences qui relève classiquement de la mission de recouvrement des URSSAF. Très bien. Et si en revanche, une entreprise souhaite avoir des informations, souhaite avoir des outils, mais aussi un conseil en matière d'emploi de travailleurs handicapés, faire peut-être un diagnostic de ses pratiques, de ses capacités en recrutement, de ses sourcings de recrutement, etc., et connaître le montant de la contribution via le simulateur, là, le bon interlocuteur, ça reste la GEFIP. Bien sûr. Alors, pour finir, voilà les liens utiles. Voilà. Vous pouvez, sur l'adresse entreprise au pluriel que vous trouvez en bas, entreprise@gefip.so.fr, demander ce support de présentation. Nous viendrons peut-être ajouter le lien sur la fiche consigne qui est tout nouveau. Là, elles ont été publiées en début de semaine, comme le disait Pierre Silva. Alors, si je reprends les quelques questions, est-ce que tu peux nous dire, alors je sais que c'est quand même très compliqué, mais comment sera calculé l'effectif d'assujettissement? Les effectifs moyens annuels, comment ça sera calculé demain? Alors, les effectifs moyens annuels, Pascaline, ils vont être calculés exactement selon les règles actuelles de la sécurité sociale. Les entreprises sont déjà destinataires de la part des URSSAF du calcul de leur effectif moyen mensuel et de l'effectif moyen annuel. Donc, en la matière, ce calcul de l'effectif d'assujettissement ne va pas du tout changer. On est sur les modalités de calcul qui sont donc conformes au Code de la sécurité sociale, à la seule exception du calcul des effectifs permanents pour les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs. D'accord. Ces éléments d'information sont plutôt maîtrisés par les services de paye en fait des entreprises, puisque ce sont ces services-là qui exploitent la donnée du calcul d'effectifs moyens annuels. Très bien. Alors, il y a une question aussi sur la façon dont sera calculées les ECAP. Comment ils seront déclarés finalement, les ECAP? Alors, il n'y aura pas en tant que tel de déclaration par les entreprises du statut d'ECAP. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le bloc contrat de la DSN, l'entreprise renseigne le code socio-professionnel du salarié. C'est ça. Ce code qu'on appelle dans le jargon PCS-ESE, qui est bien connu des services de paye, va être exploité par la COS, par la Caisse nationale des URSSAF, et nous ferons un rapprochement entre ces codes PCS-ESE et la liste des ECAP qui va précisément correspondre à un code socio-professionnel. Et donc, à partir de cet élément-là, nous reconstituerons l'effectif moyen annuel des ECAP présents dans l'entreprise. Il s'agira effectivement, dès lors que la liste des métiers couverts par les ECAP seront publiés, il s'agira peut-être aussi pour l'entreprise de vérifier que ces codes socio-professionnels sont correctement renseignés. Là aussi, Pascaline, il y a une fiche d'ailleurs qui est mise en ligne sur le site du JPMDS et qui explique ce processus de calcul et de renseignement de l'ECAP. Très bien. Ça pourrait être aussi un lien qu'on pourra communiquer. Très bien. Alors,
il y a une question, il y a beaucoup de questions d'ailleurs sur, tu sais, il n'est pas rare finalement que dans les entreprises, les travailleurs handicapés fassent une demande auprès de la MDPH, une demande de reconnaissance, une RQTH, et puis que la RQTH vienne plus tardivement, ou que même certains travailleurs handicapés se font reconnaître plusieurs mois rétroactivement. Voilà. On est bien d'accord que ça pourrait être valorisé, ça, demain. Oui, absolument. Donc, le processus, on le sait, est long au niveau des MDPH. Donc, il y a des reconnaissances qui sont délivrées parfois, voire fréquemment, à titre rétroactif. Donc, les entreprises auront tout à fait la capacité de déclarer sur leur DSN le statut de travailleur handicapé à titre rétroactif. Alors, bien entendu, à titre rétroactif, à partir de la période d'emploi de 2020, on ne va pas aller avant 2020, puisque ces périodes d'emploi ne sont, disons, transférées aux URSSAF qu'à partir du 1er janvier 2020. Mais ensuite, dans le courant de l'année, rien n'empêchera une entreprise de, d'une part, déclarer effectivement des statuts rétroactifs à une date d'effet donnée. Et si ça a des impacts, des effets sur le montant de la contribution, bien sûr, ce montant pourra être rectifié par l'entreprise, y compris après la date d'exigibilité qu'on a identifiée au 5 et 15 mars 2021. C'est des éléments qu'on a effectivement bien identifiés à notre niveau. Très bien. Comment on va déclarer les stagiaires demain? Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en DSN. Alors, les stagiaires seront effectivement déclarés, là aussi, à partir de janvier 2020, pour retrouver le détail des modalités de déclaration des stagiaires. De la même façon, le JPMDS a diffusé sur le site dsn-info.fr le mode opératoire en fait, de déclaration des stagiaires handicapés. On pourra aussi, je pense, Pascaline, le mettre en ligne dans le document. Très bien. Ça sera possible, voilà, dès début 2020. Ok. Une question aussi sur les entreprises, je me disais tout à l'heure, les entreprises multisites, donc lorsqu'il y a plusieurs sirettes, comment, alors la question c'est, devra-t-on faire la somme de la DOTH? Effectivement. Alors, je ne sais pas si on peut parler de somme de DOTH, mais en tout cas, de consolider l'ensemble des informations, que ce soit les bénéficiaires, donc l'effectif déjà au niveau de l'entreprise, l'ensemble des bénéficiaires, l'ensemble des dépenses du secteur, les déductions, l'ensemble des déductions, dépenses déductibles, les factures de sous-traitance, qu'est-ce que j'oublie, toutes les données en fait, toutes les données qui sont utilisées, qui vont être utilisées pour le calcul de la contribution seront à périmètre du CIRAN, donc de l'entreprise. C'est ça. Et donc effectivement, il y a un aspect d'organisation qui est à appréhender pour les services de RH, les services de paye. Il va falloir organiser la collecte de l'ensemble des données pour déclarer en fait sa DOTH, effectivement. De la même façon, si c'est aujourd'hui pas le service RH ou le service de paye qui centralise les reconnaissances administratives, mais par exemple le service de santé ou peut-être le référent handicap, demain c'est des informations que ce service de santé ou ce référent handicap devra transmettre. Alors, je pense que là, il faut démystifier un petit peu l'idée que l'ensemble des informations vont circuler dans tous les services au sein de l'entreprise. On est d'accord que les gens aujourd'hui qui font la paye sont déjà ont déjà la connaissance de beaucoup d'informations et ils sont tenus par le secret professionnel. Absolument. Les données RH sont des données sensibles. Elles portent des données de santé. Par exemple, les services RH reçoivent les arrêts maladie et transmettent les arrêts maladie aux caisses d'assurance maladie. Donc, les données de santé sont déjà des données, disons, maîtrisées et connues des services RH. Et ils sont, comme tu l'as dit, Pascaline, astreints aux mêmes obligations de discrétion et de secret professionnel. Il y a une question sur la RLH, mais demain, la RLH disparaît. On avait 5 modalités de minoration de la contribution aujourd'hui. Demain, il n'y a plus de minoration, mais il y a une survalorisation des travailleurs handicapés seniors, donc les 50 ans et plus, mais de coup, plus de RLH. Donc, les entreprises qui déclaraient une minoration pour RLH, demain seront bénéficiaires de l'aide à l'emploi, donc l'AETH, l'aide à l'emploi travailleurs handicapés. D'où l'intérêt, Pascaline, d'aller sur le simulateur de la GFIP pour identifier les effets
que peut avoir la réforme effectivement pour vous, puisque effectivement les modalités de calcul sont modifiées. Tout à fait. Il y a une question aussi sur le montant de déduction lié avec la sous-traitance. On est bien d'accord que demain, ce qui sera valorisé, c'est la sous-traitance, la main-d'œuvre. Oui, d'accord, comme aujourd'hui. Si vous Mmh. achetez des ramettes de papier, il faut savoir que la part de main-d'œuvre est très faible. C'est le coût de la main-d'œuvre qui peut être qui entre dans les déductions de l'obligation d'emploi. Mais dans le cadre de la déclaration à compter de 2021, les entreprises devront déclarer l'ensemble du coût de main-d'œuvre. Alors, effectivement, on est bien d'accord. On ne seront valorisés que 30% de ce coût de main-d'œuvre dans un plafond de 50 ou de 75%. Selon le niveau de BOTH. Tout à fait. Néanmoins, on demande bien de déclarer la totalité du coût de la main-d'œuvre. Le montant de dépenses brutes, en fait, lié au coût de main-d'œuvre. C'est ça. Là aussi, peut-être précisons-le, Pascaline, là nous avons évoqué les consignes notamment de mise à jour liées à la norme 2020, notamment le renseignement du statut de travailleur handicapé. S'agissant des déclarations, de la déclaration annuelle qui sera déposée en 2021, nous préparons des fiches pratiques, des fiches consignes qui seront diffusées sur le site dsn-info.fr et qui précisera pour chacune des rubriques que l'on a évoquées l'information précise apportée pour qu'il n'y ait effectivement aucune ambiguïté quant aux données à renseigner. Très bien. Alors effectivement, on est déjà en train d'y travailler. On essaye de prévoir le plus de cas possible pour que ce soit le plus clair pour vous possible. Voilà, sur ce produit, on essaie d'anticiper au maximum pour que vous ayez l'information plus tôt. Les URSSAF, quand est-ce qu'elles mettront à disposition les effectifs? Tous les mois sur le site du déclarant ou annuellement? Alors, l'effectif moyen mensuel est mis à disposition tous les mois. D'accord. L'effectif de travailleurs handicapés sera pour la première année, donc au titre de l'année 2020, mis à disposition avant le 31 janvier 2021. Mais il n'y aura donc effectivement qu'une communication annuelle de l'effectif des travailleurs handicapés, donc l'effectif BOTH. Par la suite, les choses pourront être appelées à évoluer, mais c'est un peu trop tôt pour que je puisse dire de manière formelle qu'on pourra communiquer tous les mois l'effectif BOTH. Très bien. Alors, je vois qu'on arrive à plus de 30 minutes de ce webinaire. La dernière question, est-ce que ça sera forcément le SIRET du siège de l'entreprise qui devra faire la somme de ces déclarations ou pas forcément? Pas nécessairement. Le SIRET du siège de l'entreprise n'est pas forcément le SIRET déclarant dans la DSN. Donc, ça, c'est le service de paye de l'entreprise qui déterminera le SIRET déclarant. Ça reste à la main de l'entreprise. Très bien. L'important, c'est qu'il n'y ait qu'un seul SIRET déclarant, en revanche. Pour l'entreprise dans son ensemble, il ne faudra surtout pas qu'il y ait des éléments partiels de la DOTH qui soient répartis sur plusieurs SIRET de l'entreprise, auquel cas les données déclarées seraient effectivement incohérentes. Ça, ce sont des éléments qu'on rappellera aussi dans la norme. Dans la fiche consigne. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Sylvain. Merci beaucoup, Pascaline. Alors, merci à vous d'avoir participé à ce dernier webinaire de ce cycle de présentation. Si vous avez loupé les deux premiers, il y a trois autres présentations, un nouveau cycle qui démarre à la rentrée, mi-septembre, je crois. Donc, le premier sur les généralités de la réforme, le second que j'anime avec Marine Neuville, donc des services de l'État, sur les idées reçues de cette réforme. Et nous reviendrons vers vous avec Pierre Sylvain pour ce troisième webinaire sur la déclaration pas à pas. Absolument. Merci à vous. Bonne journée. À tous. Bonne journée.